Bonjour à tous, bonjour Arthur. Bonjour Gabriel. Bienvenue pour un nouveau Neurolive. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est donc le TDAH. On a la chance d'être avec Arthur Jasinki qui est avec nous et qui va du coup nous parler un petit peu de son parcours, alors que ce soit au niveau scolaire, les interactions sociales, éventuellement même sur le plan familial, si oui ou non il y a eu des choses, des prises de décision, des conflits en lien par exemple avec le TDAH. Vu qu'on n'est pas donc dans la même ville, donc là on continue en fait les vidéos sur Zoom. N'hésitez pas, donc une fois que la vidéo elle sera postée, à mettre tous vos commentaires. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors pour ceux qui connaissent pas encore Arthur, mais quand même ce serait bizarre de pas le connaître parce qu'il est super actif sur les réseaux sociaux. Arthur a lancé une chaîne qui s'appelle l'éveil du TDAH. Et du coup, il poste quand même pas mal de contenu sur Facebook, sur YouTube. Je ne sais pas si tu le fais ou pas aussi sur d'autres supports, mais en tout cas, c'est ces deux-là. Alors oui, oui, oui. Ouais, c'est Ouais, j'ai également un site en fait. Bah, c'est de là que tout a commencé, on va dire. J'avais créé ok. un petit blog et donc Ok. je postais quelques articles et après j'ai un peu dévié sur une chaîne YouTube. Voilà. Bah, génial, génial. Bah, en fait, du coup, si tu es d'accord à tout, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra mettre même le lien vers ton site et vers justement Il ces n'y a titres pas de souci. ouais, que tu as et tout C'est super. en vidéo. Et comme ça, donc, voilà, les gens et tout pourront voir un petit peu ce que tu fais. Perso, j'adore ce que tu fais parce que voilà, c'est ce qu'on se disait là avant d'ailleurs que la vidéo commence. C'est que voilà, c'est des vidéos qui sont assez courtes, très claires, bien expliquées. Et tu donnes des conseils, surtout, c'est ça qui est vraiment, vraiment important, c'est que tu donnes vraiment en fait, des conseils pour les personnes qui pourraient être dans ton cas à, Mhm. bah, à s'améliorer, à progresser et faire en sorte que du coup tout se passe mieux, que ce soit sur le plan personnel d'ailleurs et professionnel. Donc c'est super, il faut absolument continuer. Bah, du coup, si tout le monde est partant, bah, c'est parti. Alors, juste en fait, du coup, une brève quand même présentation, parce que du coup, là, c'est la première fois tout qu'on te Ouais, voit sur un Neurolive. Et puis après, bah, voilà, en fait, on partira un petit peu du coup, sur ton parcours. pas de souci. Alors donc je m'appelle Arthur, j'ai 19 ans. J'ai été diagnostiqué TDAH donc il y a maintenant 4 ans, 5 non, 5 ans, 5 ans. Et donc voilà, bah, j'ai depuis appris, on va dire, à vivre avec. Euh, j'ai essayé de trouver quelques solutions pour essayer de combler un petit peu, de combler un petit peu ce trouble. Et donc voilà, maintenant, je suis toujours étudiant, mais à côté de ça, j'ai créé ma petite activité, donc l'éveil du TDAH, qui me sert donc à partager mes conseils aux autres pour tout simplement les aider et qu'ils puissent voilà, essayer de trouver quelques solutions et quelques ouais, solutions à ce TDAH. Voilà. Bah, c'est super, bravo, bravo. Il faut absolument continuer. Bah, du coup, pour les gens et tout qui connaissent un petit peu le Neurolive, alors c'est vrai qu'on reçoit quand même pas mal de professionnels sur le Neurolive. On avait également reçu quand même plusieurs assos et même plusieurs patients qui du coup mettaient en avant un petit peu leur parcours. Là, c'est vrai que ça faisait depuis un petit bout de temps quand même qu'on avait pas reçu voilà, quelqu'un qui n'était pas forcément en fait un professionnel. Perso, j'avais à cœur justement en fait de pouvoir avoir le témoignage voilà, du coup là c'est parfait, d'un jeune adulte et tout qui présente un TDAH. Donc voilà, Mm. j'espère que du coup ce Neurolive sera riche en informations pour toutes les personnes qui le verront. Je pense que du coup ce qui va intéresser quand même pas mal de gens, alors du coup si tu veux en fait on peut même commencer par exemple par la scolarité, voir un petit peu du coup ce qu'il en est Ouais. voilà, par rapport à ton parcours scolaire. Donc, tu dis que tu as été diagnostiqué à 14 ans. Comment ça s'est passé, Mm. par exemple, en maternelle, si tu t'en rappelles, ou si en tout cas on t'a fait part un petit peu des observations qu'il y avait à l'époque sur ton comportement, sur les apprentissages, et puis après, voilà, les années de primaire, pour voir déjà en fait qu'est-ce qu'il en était déjà avant la pose de diagnostic. Et puis après, on verra Pas un de petit peu souci. du coup, ce que ça a changé une fois le diagnostic connu. Ça marche. Alors, ma scolarité, ça a été un petit peu chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, En maternelle, en primaire, je n'ai pas eu de problème car j'avais, on va dire, j'avais quelques facilités qui me permettaient, on va dire, de passer, on va dire, dans la classe supérieure sans trop de difficultés. D'accord. Je faisais pas grand-chose, on va dire, hein, clairement, je me laissais un petit peu aller à ce niveau-là.
Mais voilà, je me débrouillais toujours pour passer en classe supérieure. Bon, à partir du CM1, ça a commencé à être un petit peu compliqué parce que mes professeurs commençaient à convoquer mes parents pour certains problèmes, comme le fait que je sois totalement dans la lune tout le temps, enfin à ce qu'ils disaient. Et, euh, et donc ça les énervait un petit peu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que les professeurs, autant les élèves qui sont en difficulté mais qui travaillent et qui essayent de s'en sortir, ben, ils apprécient beaucoup. Mais autant les élèves qui le vont voir comme étant quelque part des feignants, donc ils me qualifient un petit peu de ce terme, hein, de feignants, eh bien ça les énerve, surtout quand ils arrivent à s'en sortir. Et donc voilà, j'ai toujours, on va dire, réussi à passer en classe supérieure sans problème, mais à partir de sixième, cinquième, ça a commencé à être beaucoup plus compliqué. Euh, T'avais quand même des remarques ou pas? Pardon, t'avais quand même des remarques ou pas de la part de tes parents? Parce que tu dis que bon, tu arrivais en fait ouais, à passer comme ça en classe supérieure sans forcément oui, oui. trop d'efforts, sans forcément trop de travail. Mais est-ce que tu avais ou Mhm. pas des remarques de la part de tes parents sur ah Arthur, par exemple, je sais pas, moi, tu as eu 16, tu aurais pu avoir 20 dans cette matière ou ce genre de choses? Ah oui, 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 bah totalement, oui. Comment dire, déjà au niveau du travail, on va dire à la maison, dès la primaire, ça a commencé à être compliqué parce que j'ai toujours été très, comment dire, très pas solitaire, mais en fait, j'ai toujours aimé travailler seul. Et en fait, quand je me souviens que quand ma maman était à côté de moi et me disait, OK, faut que tu travailles ça, faut que tu fasses ça, j'avais beaucoup de mal en fait parce que au bout de quelques minutes, hein, quelques dizaines de minutes, euh, bah, je commençais à décrocher. Mon attention partait à droite à gauche, je regardais les papillons qui passaient et ben les cours, les exercices, etc., bah, c'était beaucoup plus compliqué parce que voilà, mon attention, je la maintenais pendant 10 minutes maximum et après, elle partait. Et donc j'avais toujours ma mère qui était là pour essayer de me recadrer et quelque part, bah, ça l'énervait aussi. Et donc, je partageais un petit peu ça et c'était un petit cercle en fait. Et ça, Donc, très vite, j'ai décidé de commencer à travailler un petit peu seul. Et donc, à partir du CM1, ouais, je travaillais totalement seul, on va dire. Mais bon, comment dire, c'était compliqué parce que j'allais travailler sur ce que je voulais, donc sur ce qui me plaisait. Pas grand-chose, hein, clairement. Au niveau des matières, il y en avait pas énormément qui me plaisaient. Mais donc, voilà, je travaillais un petit peu quand j'en avais envie. Et donc, voilà. Mais ça a été un petit peu compliqué, donc. Et mes parents, bah, c'est vrai que je ramenais des notes qui étaient assez bonnes jusqu'en sixième, ouais, jusqu'en sixième. Et donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais à partir de la sixième, en fait, ça a été en chute libre au niveau de mes notes. Et, euh, et donc là, c'est devenu vraiment compliqué parce que, du coup, bah, mon père, bah, lui, de son côté, il était aussi persuadé que j'étais clairement un feignant, que j'avais un gros poil dans la main et que je préférais aller jouer ou aller faire autre chose que de me mettre au travail ou d'écouter les professeurs quand ils faisaient leurs cours. Et donc, bah, c'est ce que les professeurs leur disaient à mes parents. Hein, donc, quelque part, je leur en veux pas. C'est tout à fait normal, quelque part. Hein. Mais donc, voilà. Moi, d'un autre côté, j'ai essayé en fait de m'y mettre à chaque fois, vu que c'était pas volontaire quelque part hein, de ne pas travailler, de regarder les oiseaux qui passent pendant que les professeurs faisaient leurs cours. C'était pas volontaire quoi. Et, euh, et je savais pas encore que ce n'était pas, on va dire, enfin que tout ça était dû à ce TDAH en partie hein, du moins. Et donc voilà, ça a toujours été un petit peu compliqué, on va dire, parce que j'en ai un petit peu souffert quand même. Ouais, ouais. alors c'est ce qui alors c'est pour ça que du coup vraiment en fait je pense que c'est important quand même de revenir aussi sur la scolarité parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'évidemment, la scolarité joue beaucoup aussi sur l'estime de soi, sur le développement psychologique en fait, de Ouais. chaque personne, parce que bah, le regard des enseignants, c'est extrêmement important, parce que du coup, le regard de l'enseignant sur l'enfant, c'est très, très important. L'enseignant échange aussi avec les parents, et souvent les parents, tu le dis toi-même, hein, donc vont aussi parfois euh, s'appuyer sur... Associer le discours, oui, oui, Ouais, c'est ça. à ce qui est vraiment en fait.
Ouais. à la réalité tout Mais voilà, simplement. Et il y a rien de méchant derrière, hein, même la part des non, enseignants, non, c'est non. pas forcément méchant, mais c'est maladroit. Peut-être qu'il y a aussi un manque d'information, de sensibilisation, qui fait que bah, la Oui, plupart. mais quelque part, voilà, ils savent pas en fait, ils sont pas réellement au courant et donc quelque part, je peux pas leur en vouloir. Hein. C'est quand on n'est Non, pas informé sur un trouble ou sur quelque chose, voilà, mais c'est vrai que c'est la plupart du temps, en tout cas, surtout l'enfant ou l'ado, en tout cas, qui présente un TDAH, il va être jugé à tort parce que en fait, il va être catalogué de feignant, de perturbateur, de violent ouais. même parfois, alors qu'en fait, c'est pas de sa faute, c'est qu'il présente un trouble, mais bon, tant que ça n'a pas été diagnostiqué, tant que ça n'a pas été mis en avant, bah, en fait, on préfère dire que c'est un élève qui est perturbateur, qui ne veut pas travailler, ce genre de choses. Au Oui, niveau, bah oui, oui, oui. tu parlais de fluctuations sur le plan attentionnel. C'était Ouais. peu importe le niveau de difficulté hein, des exercices ou de facilité. C'est de toute façon, tu ne faisais pas exprès, bah, ton attention partait. Ouais, 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 c'est ça. Bah, en fait, j'étais très distractible, hein, comme toutes les personnes qui ont un TDAH. Et donc, bah, j'allais me concentrer pendant quelques minutes, on va dire, sur un cours, sur ce que la prof pouvait dire, ou sur un exercice, mais très vite, à chaque fois qu'il allait avoir quelque chose qui allait être plus stimulant pour moi, Mhm. j'allais obligatoirement je décrochais en fait, tout simplement, et j'allais me concentrer sur ce truc. Et Ok. donc, voilà, c'était très compliqué parce qu'après, bah forcément, il y a aussi un temps pour se reconcentrer. Ce temps-là est un petit peu plus long, donc bon, c'est un petit peu un cercle et qui fait qu'au final, à la fin du cours, ben, on a peut-être été concentré sur les 1 heure de cours pendant 10 minutes, tout Ouais, casser. ouais. Et enfin, dans certains cours, hein, du moins, dans certains cours. Et donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué parce que autant il y avait certaines choses qui me plaisaient par moment, certains chapitres de maths, par exemple, qui pouvaient très bien me plaire. Et donc à ce moment-là, en fait, j'allais être à fond dedans, et vraiment à fond dedans. Et mes professeurs, en fait, je m'en souviens, ils venaient me voir, ils me disaient, mais pourquoi t'es pas comme ça tout le temps? Je disais, mais je sais pas. Et c'est fou, mais je me disais en fait, ouais, moi-même, hein, je me disais, ouais, je sais pas en fait, parce que autant quand ça me plaisait, bah, je me concentrais sans problème et je pouvais rester pendant plusieurs heures hein, sur des exercices à les faire, tout ça, mais dès que ça me plaisait plus, par contre, bah, c'était tout l'inverse, mais vraiment tout l'inverse. Il n'y avait pas de juste milieu, donc voilà. Ouais, puis en plus, alors du coup, j'imagine que ça devait être donc non seulement frustrant, parce que bah, comme tu le dis, en fait, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi en fait on agit comme ça. Puis en plus, c'est ce qui doit être aussi assez frustrant et je pense même parfois destructeur pour l'estime de soi, surtout lorsqu'en fait on a un jeune âge, lorsqu'on est enfant ou ado, c'est le manque de valorisation, le manque en fait, on ne nous récompense pas, ou on nous récompense que très, ou félicite que très rarement, parce que bah, en Ouais, fait, on est la plupart du temps, on va mettre en avant maladroitement tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, que ce soit les enseignants, oui, par exemple les parents, bah, ils vont mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas, mais ils ne vont pas forcément, par exemple, constater à quel point parfois il y a certaines choses que, je sais pas, que certains enfants ou ados vont faire, qui leur demandent ils vont pourtant faire de ne sans pas. problème, mais ouais, 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 c'est ça, ouais, ouais, exactement. ouais, ouais, bah tout à fait, parce que ouais, c'est vrai que ben, je me souviens aussi, et parfois, ouais, comment dire, ben, je m'améliorais un petit peu sur certaines choses, mais Ouais, mes professeurs me disaient en fait, enfin, je me souviens d'un professeur en fait qui m'a un petit peu marqué, bah, justement, c'était en CM1, et ce professeur en question me disait, dès que je progressais quelque part, en fait, me disait, bon, bah, c'est pas trop tôt, tu t'es enfin mis à te bouger un peu, euh, bah, faudrait que ce soit comme ça tout le temps. Voilà. Et donc bon, c'était un petit peu entre les deux, on va dire. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a aussi eu des professeurs, il y en a eu moins, mais il y a eu des professeurs qui étaient tout l'inverse, qui étaient vraiment compréhensibles, mais même s'ils ne savaient pas que j'avais de troubles, en fait, hmm. ils allaient essayer de s'adapter un petit peu pour trouver des solutions. Et c'est vrai que bah, j'en ai pas eu beaucoup des professeurs comme ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est vrai que ces professeurs-là m'ont vraiment marqué parce que tout simplement, ils m'ont permis aussi d'arriver à faire certaines choses que je n'aurais pas faites
en présence d'autres professeurs. Voilà. D'où l'importance, c'est super justement que tu sais, tu mettes le doigt aussi là-dessus. C'est vrai que c'est, selon moi en tout cas aussi pareil, c'est d'où l'importance vraiment en fait de la bienveillance de la part des profs Bienveillance. à l'école. Parce que Ouais. un prof qui comprend l'enfant, c'est un enfant qui va du coup grandir dans un meilleur état d'esprit, dans une meilleure mentalité, dans une meilleure image en fait de lui-même. Parce que, du coup, on le redit aussi, c'est que bah, l'enseignant, lorsqu'il échange avec les parents, s'il a un retour positif sur l'enfant, sans forcément voilà, fermer les yeux sur les choses qui ne vont pas. Il ne faut pas non plus être dans le Bien déni sûr. et ne pas relever les axes à améliorer. Mais en tout cas, voilà, dans la bienveillance, parce qu'après, il y a aussi une répercussion sur l'enfant aussi à la maison. Donc, déjà, l'enfant Ouais, TDAH, ouais, tout à fait, ouais. il va être jugé à tort. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une double peine où il est jugé à tort à l'école et puis après, en plus, à la maison, quoi. Ouais, et puis souvent, en plus, quand on a des petits trucs, hein, même qui nous arrivent à l'école, bah, en ayant un TDAH, on va avoir tendance à penser, on va dire, à ressasser en permanence ce petit truc dans notre tête, à y penser et à bloquer un petit peu dessus, du moins plus longtemps qu'une personne n'ayant pas de TDAH. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu compliqué parce que ça va se répercuter, ouais, se répercuter sur notre comportement à la maison, sur notre tendance à être plus impulsif, à être un petit peu plus sur les nerfs. Et donc, ça va avoir des répercussions, bah, on va dire, sur la famille en général, hein, sur la famille en général. Donc, voilà. Justement, au niveau du comportement, est-ce que, de ce que tu pourrais t'en souvenir, est-ce que déjà, par exemple, sur les années de primaire, ou alors en tout cas, tu avais commencé à parler de sixième, cinquième, est-ce qu'au niveau du comportement, il y avait des choses qui n'allaient pas, que ce soit avec tes copains ou à la maison? Alors, sixième, cinquième, euh, ouais, bah, en fait, au niveau de cette impulsivité, je l'ai remarqué plus, non pas au niveau de mon comportement, mais au niveau bah, de l'impulsivité, au niveau de ce que je disais, en fait. Il y avait des choses que j'allais dire, que j'allais en fait le lendemain, et ça m'arrivait quasi ouais, presque tous les jours, de dire quelque chose, puis d'y réfléchir pendant la nuit ou pendant la soirée avant de m'endormir, et de me dire en fait, j'aurais pas dû dire ça. C'est très bête, j'aurais pas dû dire ça. Et ça, bah, ça m'arrivait quasiment tous les jours, et c'était un petit peu compliqué ça, ouais, à ce niveau-là. Mais sinon, au niveau de mon impulsivité, bah, au niveau de mon comportement, euh, j'ai jamais vraiment eu de problème ou alors plus jeune où j'étais souvent en conflit avec des camarades, mais Ouais, durant mes années de CP, on va dire, CP, ok. CE1. Et après, non. Non, non. Ouais, il y a J'en jamais eu ai, ouais, de, j'ai plus de. d'agressivité ou ce genre de choses. C'était au niveau du comportement, si c'est difficile, c'était par exemple suivre les règles d'un jeu, c'était compliqué parce que Ouais. c'était Je voulais toujours faire un petit peu, bah, je voulais toujours faire un petit peu en dehors. Enfin, je voulais jamais rentrer dans la case aussi. Et ça, c'était un peu compliqué. ok. Donc ouais, c'était un peu compliqué parce que comme je voulais jamais rentrer dans une case, j'allais souvent à l'encontre des règles, que ce soit au niveau de mes professeurs, que ce soit au niveau de mes parents. Et donc ouais, ça posait quelques problèmes. Mais donc non, au niveau de mon comportement en soi, au niveau, je parle bien à l'école, au niveau de mes camarades, non, j'étais relativement tranquille. Mais voilà, même si je cogitais énormément à l'intérieur, voilà, j'étais plutôt tranquille à l'extérieur. Bah, ce que tu as dit, et ça c'est pareil. Alors, du coup, ça c'est cool en fait d'en parler parce que je pense que ça ne peut que peut-être soulager, rassurer, déculpabiliser certaines personnes qui seraient dans le même cas de figure que toi ou qui étaient dans le même cas de figure que toi. Ce sentiment justement de culpabilité en fait, de regret qu'on va avoir une fois qu'on a fait quelque chose trop rapidement parce que justement impulsivité ou parce que justement on a dit quelque chose beaucoup trop rapidement sans forcément savoir pourquoi en fait on a dit ça, parce qu'en fait on n'aura pas réussi en fait à dire ça. Généralement, moi ce que je Mhm. dis, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est que la personne qui présente un TDAH, donc évidemment, donc oui, il va y avoir une impulsivité. Tu vas dire un truc alors qu'en fait c'était totalement inadapté, mais tu vas le dire parce que tu n'auras pas réussi à Ouais. contrôler, ou tu vas faire quelque chose parce que tu avais envie de le faire, parce que c'était l'instant présent qui comptait pour toi, et que du coup tu vas penser en fait au plaisir de l'instant en fait, parce que tu as obtenu quelque Sans chose. penser aux conséquences. Ouais. Exactement, sans penser aux conséquences.
Mais Bah, en fait, on va faire les choses un petit peu, enfin, du moins pour moi, j'ai remarqué que j'allais faire un petit peu les choses à l'envers. Malheureusement, euh, je pense que lorsqu'on n'a pas un TDAH, on va réfléchir, on va prendre le temps de réfléchir et de visualiser quelles vont être les conséquences de notre acte avant de faire notre acte ou avant de dire quelque chose. Et bah, moi, pour ma part, j'étais plus dans l'optique, ça a l'air cool de faire ça, donc allez, go, je le fais. ouais. Et au final, une fois que je l'ai fait, je me dis, ah ouais, merde, ça fait ça. Donc ouais, c'est pas top en fait, mais c'est trop tard. Voilà. Et c'est ça. Et ouais, c'était ça, quoi. Et en même temps, du coup, normalement, en fait, c'est que, enfin voilà, et c'est pas parce qu'en fait on a un TDAH que du coup, en fait, derrière, il va y avoir une déficience sur le plan intellectuel. Et donc, normalement, en fait, du coup, c'est-à-dire qu'on a la capacité quand même de raisonnement, de logique, mais qui arrive du coup une Ouais. fois que l'action a déjà été faite. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire, mais mince, pourquoi j'ai dit ça? Mm. C'était totalement bête, ça se trouve, ça a fait de la peine, ça se trouve, hein. Et donc, après, derrière, en fait, effectivement, on va culpabiliser en se disant, bah, j'aurais pas dû dire ça, ou j'aurais pas dû faire ça. Et ça, par exemple, je sais aussi que c'est vraiment extrêmement important de le dire, parce que ça serait dommage, même si c'est compréhensible, mais ça serait dommage qu'on s'en veuille trop par rapport en fait à ce qu'on a fait. Encore une fois, la personne qui présente un TDAH, c'est pas de sa faute. Elle n'a pas choisi en fait d'avoir un TDAH, elle n'a pas fait exprès d'avoir un TDAH. Donc il y a certaines Mm. choses qu'elle va faire. Et normalement, si on vivait dans une société idéale, bah, en fait, on ne devrait pas lui en tenir rigueur. En disant, bah ouais, mais en fait, elle a dit ça, elle l'a pas fait exprès. Donc, on arrive en fait, nous, je sais pas, à se protéger par rapport à ça. Et il faudrait surtout Mm. pas que la personne qui présente un TDAH s'en veuille trop par rapport à ça. Un peu, pourquoi pas? Parce que peut-être que ce un peu, en fait, ça va permettre aussi de pouvoir se dire, bah attends, j'ai pas envie de regretter, donc je vais essayer en fait davantage de me contrôler. Ça, pourquoi pas? Ouais. Et si on Ah s'en ouais, bah oui. trop, ça va jouer sur l'estime de soi, je trouve. Et on sait en plus que le TDAH joue énormément aussi, hein, sur l'estime de soi, il y a beaucoup de personnes TDAH Ouais. aussi qui vont par exemple développer une dépression parce que bah, genre juste ras-le-bol en fait Mm. de tout ce que ça implique. Bah, c'est là où en fait voilà, faudrait pas non plus que ce soit encore une fois une double peine du bah, j'ai fait ça, c'était inadapté et puis en plus du coup je m'en veux à mort. Oui, bah oui, parce que après, ouais, on va avoir tendance, enfin moi, de mon côté, c'est ce que je faisais. Du coup, j'avais tendance à justement me dire, ok, comment je peux faire pour essayer de me contrôler, mais au final, pendant toutes mes conversations, du coup, j'étais un petit peu limite à côté de la plaque parce que j'essayais d'anticiper tout ce que j'allais dire et j'étais plus du tout, comment dire, j'étais plus du tout spontané. Hmm. Et donc, d'un autre côté, certes, j'étais cohérent dans ce que je disais, mais j'étais plus dans la conversation, j'étais un petit peu en décalage en fait. C'était bizarre. Et donc j'étais plus, on va dire, bah, heureux de parler avec une personne naturellement parce que ce n'était plus naturel en quelque part. C'est plus Donc voilà, naturel faut. de demander un coup, j'imagine, parce qu'il va y avoir un effort énorme pour. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, ça fatiguait parce que bah déjà quand juste le fait d'avoir un TDAH, bah, quand on essaye de se concentrer en permanence, bah, par exemple à l'école sur quelque chose qui va pas nous plaire, euh, parce que ouais, malgré ce que certains profs peuvent dire, on va essayer en fait. Ouais. Et juste le fait d'essayer de faire ça, d'essayer de se concentrer et de rentrer dans un état bah, où on va être assez focalisé sur quelque chose, ça va nous fatiguer. Ça va nous demander beaucoup plus d'énergie. Et c'est vrai que bah, toutes ces petites, toutes ces petites dépenses énergétiques cumulées à la fin de la journée vont faire que bah, c'est vrai qu'on va être assez KO, C'est KO, ouais. Ouais, j'allais dire fatigué, épuisé, KO. bien sûr. Ouais. Ouais, non, qu'est-ce qui a amené justement en fait à la pose du diagnostic? Donc la pose du diagnostic, tu m'as dit c'était à 14 ans, donc 14 ans tu devais être à peu près en ouais, c'est ça, quatrième ou quoi? Quatrième, troisième. Qu'est-ce Oui, oui, c'est ça. J'étais en quatrième, ouais, ouais, ok. quatrième. Qu'est-ce qui a amené à parce que donc à partir de sixième, cinquième, ça a commencé en fait à À dégringoler. chuter, que ce soit au niveau de mes notes ou Ouais. parce qu'au final, même si on a des capacités, entre autres, ces capacités, au bout d'un moment, elles vont s'essouffler. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir se reposer dessus, mais au bout d'un moment, si on n'est plus du tout attentif durant les cours, si on n'ouvre plus un cahier en rentrant chez soi le soir, il va y avoir un problème, quoi. On va pas pouvoir, les notes vont pas pouvoir monter et suivre. Donc, bah, au final, oui, c'est vrai qu'à partir de la sixième, ça a commencé à dégringoler un petit peu. Euh,
Au niveau de mes relations également, avec mon père également, ça a commencé à, à devenir moins, elles étaient moins bonnes tout simplement parce que D'accord. à chaque conseil de classe ou à chaque réunion parents-prof, je me faisais littéralement enfin, déglinguer quoi, Ok. donc par les profs. Et donc, forcément, après, généralement, c'était compliqué parce que mon père, le réflexe qu'il avait, c'était de justement supprimer, on va dire, donc tout ce qui était jeu, machin, tous les trucs en fait où je m'occupais d'une façon, voilà, quand je travaillais pas, je m'occupais avec des jeux, avec des livres, avec deux, trois trucs comme ça. Et il avait tendance à justement supprimer, à dire, OK, dès que tes notes vont remonter, tu pourras récupérer tout ça. Et au final, je me retrouvais dans une situation où j'avais plus ça, mais euh, le truc, c'est que c'était pas pour autant que j'allais travailler. Ça veut dire que je pouvais rester assis sur mon lit à regarder un mur, à réfléchir, enfin pas à ce point-là, mais voilà, ou à ressortir des vieilles BD que j'avais pas lues depuis mes 7 ans, juste pour ne pas travailler, parce que justement le fait de, j'arrivais pas du tout à me concentrer quoi. Ou alors je pouvais même rester assis sur une table. Je me souviens, je restais parfois assis sur la table à manger, enfin assis au niveau de la table à manger, bref, et devant mon cahier de cours, à regarder mon cahier de cours, mais à ne rien lire, à ne rien prendre en compte. Et j'arrivais pas en fait à me focaliser dessus. Et c'est vrai que ouais, du coup, là, c'était un petit peu problématique aussi. Mais tu as raison. Alors, merci pour ce partage d'expérience parce que tu as tout à fait raison en fait d'en parler. Il y a beaucoup de parents effectivement qui vont avoir tendance, alors après encore une fois, c'est pas pour leur jeter la faute, hein, mais ils vont avoir tendance en fait Non, non, à non. supprimer, comme tu dis, Mm. les loisirs ou les jeux qu'on pourrait avoir lorsqu'on a un enfant ou qu'on a un ado. Euh, Perso, Mm. alors, je comprends hein, les parents qui font ça. C'est ce que naturellement, en fait, chacun d'entre nous, on voudrait faire en se disant, ah bah, il a autant de jeux, il a autant de, je sais pas, par exemple, il a son téléphone, il a ça le déconcentre. Bah, du coup, en fait, je vais lui retirer comme ça. Je vais lui laisser, il n'aura pas d'autre choix que de travailler. C'est Euh, ça, c'est ça. et bah, c'est pas forcément du coup la meilleure solution parce que Non, non, bah ouais, parce que justement, le fait de supprimer, ça va. Enfin, pour moi, quelqu'un qui a un TDAH, enfin, un enfant, un adolescent qui a un TDAH, euh, il va se diriger en fait vers la chose qui va être enfin, vers l'activité qui va être la plus stimulante pour lui. Mais dans tous les cas, si son cours de maths ne le stimule pas du tout, on peut tout supprimer. Au final, il n'arrivera pas, même si on le laisse durant je ne sais combien de temps seul dans une pièce vide avec seulement son cahier de maths, c'est pas pour autant qu'il va se concentrer dessus. Il va vite se perdre dans ses pensées, il va être déconcentré, il va penser à je ne sais quoi et son exo de maths, voilà, ça va pas être fait, quoi. exactement, exactement. En fait, il faut partir du principe que si l'enfant ne travaille pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va Ouais, pas. En tout cas, moi c'est qui ce bloque, que ouais. je dis. Voilà, qui bloque. C'est que peut-être qu'il y a une difficulté. Soit il y a une difficulté au niveau de la compréhension, soit il y a une difficulté justement au niveau attentionnel, soit il y a une difficulté au niveau de la production parce qu'il n'arrive pas à bien structurer sa phrase, à bien écrire. Soit parce qu'il y a un souci sur le plan psychologique, il y a un manque de confiance en soi, il y a une difficulté à gérer ses émotions. Bref, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui bloque, qui fait que l'enfant il ne parvient pas en fait à travailler correctement. Il faut d'abord en Ouais, fait du coup voir tout ça avant de éventuellement juger maladroitement un enfant qui du coup derrière en fait vraiment présenterait du coup une difficulté ou un déficit. Une fois ouais, que puis c'est vrai que quand on a le profil, entre autres, que j'avais, donc soit qui était le profil d'un élève qui avait des capacités, qui pouvait avoir des bonnes notes dans certaines matières quand il travaillait, qui pouvait être assez bon, on va dire, hein, dans certaines matières lorsqu'il travaillait, mais que dans d'autres matières, il était absolument nul, mais parce qu'il ne travaillait pas. Et ben justement, dans la tête de mes parents, dans la tête des profs, c'était clairement, en fait, il a les capacités, il peut faire des choses, il a le profil pour être quelqu'un qui est une tête de classe, clairement. Mais le truc, c'est que il fait rien, en fait. Il fait rien, donc c'est un feignant, c'est automatiquement un feignant. Donc il a les capacités, il peut, mais c'est un feignant. Donc voilà. ça, ça veut Donc rien ouais, dire, hein.
Ça, généralement, c'est pire en fait. C'est-à-dire que les parents ou les enseignants en fait sont encore plus durs du coup avec un enfant qui présente ce profil. Clairement, Parce que si, si, clairement, ouais. c'est- si, si par exemple, on va dire que tu étais vraiment, bah, je sais pas, par exemple, imaginons que tu avais un retard, tu avais vraiment en fait un retard, tu avais une déficience intellectuelle et tu ne pouvais pas de toute façon en fait accéder à un certain niveau de compréhension au niveau des apprentissages. Bah, on serait Ouais. dit, bah voilà, de toute façon en fait c'est trop difficile pour lui, on essaye, on fait du mieux qu'on peut, mais bon voilà, il a vraiment en fait de grosses difficultés de compréhension. Là, ce qu'on disait, c'est que ouais, s'il veut, il peut en fait. C'est un peu ça en fait qu'on disait avec toi. Exactement. Ouais. Et ça, généralement, ça, c'est encore pire parce que ça, du coup, les adultes, en fait, sont encore plus durs, en fait, avec l'enfant. Ça a pas dû Ouais, être, mais bon. surtout au collège, alors. Ouais, donc ouais, bah, au collège, ça a commencé à être réellement compliqué. Ouais, sixième, cinquième, on va dire que ça a été les années vraiment complexes parce que ouais, j'étais pas top niveau scolaire, mais toujours, bah, toujours la même chose. Je réussissais à chaque fois à me débrouiller, je ne sais comment, pour passer en classe supérieure en fait, en étant vraiment à la moyenne. Donc bon, c'est passé donc tranquillement en sixième, cinquième, enfin tranquillement, voilà. Et à partir de la quatrième, là, ça a commencé à être beaucoup plus compliqué, mais j'ai trouvé en fait un moyen de compenser un petit peu. Donc, je faisais à côté de la musculation en fait. Je m'étais mis à la musculation en Ok. quatrième, donc très jeune, mais bon, j'ai toujours été un petit peu décalé, on va dire. Enfin, j'ai toujours eu l'impression d'être un petit peu décalé avec mes camarades. Euh, je voulais toujours m'intéresser aux activités, on va dire, que faisaient les plus grands et aux conversations qu'avaient les plus grands, etc. Donc bon, j'ai commencé, on va dire, la musculation un petit peu chez moi, donc tranquillement. Et c'est vrai que ça me permettait en fait d'évacuer, de reposer, on va dire, un petit peu bah, mon cerveau également. Et j'ai remarqué que j'arrivais un petit peu mieux à me concentrer. Donc ça, c'était au début quatrième. Puis après, je me suis fait diagnostiquer. Donc voilà, je me suis fait diagnostiquer tranquillement et à partir de là, j'ai pas vu de différence en fait au C'est le niveau collège, parce que c'est le collège qui a amené, qui a invité tes parents à prendre rendez-vous? Ou c'est tes parents non, 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 qui se sont dit, c'est ouais, c'est mon père en fait, c'est mon ouais, père parce que en fait, il avait montré un petit peu la famille en général vu que c'était un petit peu compliqué sur le plan sur ouais, la famille en général, d'accord. au niveau des relations, que ce soit au niveau de mes parents, au niveau de mes frères et sœurs, etc. Donc voilà, il a, on va dire, montré un petit peu toute la famille, il a emmené toute la famille voir un psychiatre. Ok. Mais donc à ce moment-là, en fait, c'est là que mon TDAH a été diagnostiqué. Et donc à ce moment-là, voilà, j'ai été mis sous traitement mais pas tout de suite. Parce qu'en fait, au début, je refusais complètement de, de voir en fait la réalité des choses, de voir de voir le diagnostic. Je me disais non, c'est pas possible, je suis pas TDAH, parce que je voyais le TDAH comme quelque chose de fou, on va dire, comme une maladie, on va dire, qui était extrêmement importante et qui allait me coller une étiquette en fait jusqu'à la fin de mes jours, clairement. Et, euh, et donc voilà, je refusais clairement de voir le diagnostic. Et Mais ouais, après, parce petit à que petit, déjà, c'est pas ouais, évident. En fait, on va voir un psychiatre, un pédopsychiatre, ça peut faire peur. Parce que, bah, ouais, enfin, ouais, tu vois, ouais, à la tout place à de tout fait. le monde et tout, on sait pas et tout c'est quoi. On se dit, psychiatre, c'est pour les fous, donc c'est-à-dire que j'ai potentiellement un problème mental. Enfin, bref, ce genre de choses. Comment on t'a expliqué un petit peu c'était quoi le TDAH? C'est-à-dire qu'en gros, comment vraiment ça s'est passé quand tu as vu une fois, deux fois? Est-ce qu'il y a eu des bilans de faits? Est-ce qu'on a fait passer des questionnaires à tes parents? Comment ça s'est fait ce processus de diagnostic? Alors, je me souviens, parce que ça commence à remonter un petit peu, et durant cette année-là, en fait, je m'y intéressais, mais qu'à moitié, on va dire. Et Ok. donc, je m'y intéressais de loin, voilà, vu que comme j'étais dans le refus un petit peu du diagnostic, Un ado de 14 je ans. m'y intéressais pas trop, voilà, voilà. Et donc voilà, je me souviens qu'il y a eu bah, des questionnaires, oui, tout à fait. Il y a eu des questionnaires, il y a eu bah, plusieurs rendez-vous Ok. euh, avec le psychiatre en question, et c'est vrai que du coup, bah, au fil des rendez-vous, ce psychiatre a commencé à réellement pas me convaincre, mais il savait très bien, on va dire, s'adresser bah, aux jeunes
Et donc voilà, c'est ça qui il m'a mis en confiance et ça m'a permis de justement de ne plus mettre cette barrière entre lui et moi et d'écouter ce qu'il avait à me dire. Voilà. Ok, ça, Après, ouais. ouais. Après, Parce que mon père aussi, de son côté, a écouté tout de suite le psychiatre et a tout de suite pris en compte ce qu'il lui disait. Donc, de son côté, mon père essayait aussi de m'en parler, etc. Et ça, c'est important aussi parce que quand on se retrouve dans une famille où les deux parents sont dans le déni, quelque part, bah, du côté de ma mère, c'était ça. Hein. Elle était un petit peu dans le déni. Et, euh, et donc, bah ouais, quand on se retrouve dans une famille où les deux parents sont dans le déni, c'est très, très compliqué après, bah, forcément, pour le gosse qui a 14 ans de lui dire oui, j'ai un TDAH, quoi. Donc, mais là, c'était pas le cas. Voilà, il y avait mon père qui était quelque part, qui avait bien oui, conscience que oui, j'avais ouais. ce trouble. Il Ouais, voulait comprendre, il voulait comprendre le qu'est-ce qui n'allait pas pour exactement. essayer Et d'apporter. il voulait m'aider, il voulait m'aider. Ça, c'est Tout pas, à donc, fait. ça, c'est important aussi de le dire. Donc, c'est qu'il y a eu plusieurs rendez-vous. Le diagnostic n'a pas Oui, été bien posé sûr. à la va-vite. Je dis ça et tout, c'est parce que, voilà, par exemple, pour les personnes qui, du coup, vont regarder la vidéo aussi, tu sais, moi, par exemple, parfois, j'ai des parents et tout qui me disent ils sont passés par un psychiatre. Le psychiatre, en 30 minutes, il a posé un diagnostic, il a tout de suite mis sous traitement, ce genre de choses. Toi, c'était pas le cas. C'est qu'il y a eu vraiment eu plusieurs Non, rendez-vous. non, non, du tout, du tout, du tout. Voilà. Non, non, moi, ça a été vraiment, c'est pas, hop, il y a un questionnaire, tu coches 3 cases et c'est bon. Non, non, bah non, là, ça a été bien plus poussé. Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, j'ai eu une succession, en fait, de rendez-vous avec lui, avec le psychiatre en question, pour tout simplement, ben, au début, c'était pour me parler, pour Mm. voir ce qui n'allait pas, il s'est intéressé un petit peu à bah, toutes les branches de ma vie pour essayer de voir dans la globalité ce qui se passait. Ensuite, il s'est intéressé également aux membres de ma famille pour voir s'il pouvait y avoir mes frères, enfin mon frère ou ma sœur qui avaient aussi ce trouble, parce qu'il y a une dimension génétique, etc. Et donc voilà, c'est vrai que ça a pris du temps, mais au final, oui, je me suis fait diagnostiquer et non, ça a pas pris, on va dire, Ouais. ça a pas pris un rendez-vous d'un quart d'heure où il m'a dit oui, tu bouges un peu trop, t'as un TDAH, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Bah, c'est ça, du coup, exactement. C'est parce que bon, il y a pas mal de personnes, tu vois, qui vont passer par certains professionnels, entre guillemets, qui vont poser des diagnostics à la va-vite ou qui vont mettre sous traitement médicamenteux vraiment très rapidement. Alors que, et ça aussi, Mm. justement, en fait, on en discutait donc, avant la vidéo. Et puis d'ailleurs, tu avais fait aussi donc, ta vidéo sur le TDAH où tu l'expliquais également, c'est que bah, un enfant Mm. ou un adulte même peut très bien présenter parfois de Un ou deux l'impulsivité, de symptômes, ouais. l'anxiété, voilà, des problèmes attentionnels sans que forcément il s'agisse en fait d'un TDAH. Quelqu'un qui, par exemple, justement présente une dépression, bah oui, il va avoir des difficultés à faire attention, mais c'est pas pour autant qu'il présente un TDAH ou un TDA, c'est parce que bah, il est en train de... Ouais, bah, il y a plusieurs troubles, ouais, justement, il y a plusieurs troubles qui sont similaires, qui peuvent avoir des symptômes qui sont similaires au TDAH, mais qui ne sont pas pour autant Le un TDAH. TDAH, quoi. Ouais, exactement. Donc oui, c'est sûr que D'où l'importance c'est de prendre le temps finalement en fait de faire vraiment ce travail euh, d'anamnèse, hein, où on revient vraiment sur le parcours, sur le développement. Tu vois, tu l'as dit aussi, voilà, on a aussi interrogé ton entourage, ta famille, pour voir ouais. ce Mhm. qu'il en était, voir le profil psy aussi de la personne, Ouais. parce qu'en fait, tout peut être évolutif et ça serait dommage en fait de poser un diagnostic à un instant T, alors qu'en fait, la Ouais. personne, par exemple, ne présente pas du tout un TDAH. Oui, Toi, bah oui. finalement, à 14 ans, en tout cas, ça n'a rien changé pour toi. En fait, on t'a dit, bon, bah, du coup, tu as un TDAH. On t'a bien expliqué les choses aussi ou pas? Oui, oui, on m'a expliqué en fait justement ce qui m'a convaincu, entre autres, enfin ce qui a fait que la barrière entre moi et le psychiatre a pu être cassée, c'est Oui, justement le fait qu'il m'a expliqué que clairement, en me parlant comme si j'étais un adulte, et ça aussi, ça a beaucoup aidé en fait, parce il me parlait pas comme si j'étais débile. Et ça peut paraître un peu voilà, mais euh, j'ai rencontré certaines personnes, enfin certains professionnels qui me parlaient un peu comme si comme si j'avais 10 ans
Et c'est vrai que je ressentais pas du tout le même feeling en fait avec ce genre de personnes. Alors que là, il me parlait en fait comme si j'avais limite son âge en fait. Et il me disait clairement comment ça se passait, ce qu'il y avait. Et c'est vrai que du coup, ouais, ça a été beaucoup plus facile pour établir un lien de confiance avec lui, quoi. Il s'intéressait à ce que je faisais, également à mes passions. Et donc, ouais, voilà, il avait retenu mon attention, donc c'est cool, ouais. C'est excellent. Tu as dit que du coup, donc, on t'a mis sous traitement. Oui, tout à Ok. fait, ouais. Ouais, Ok. ouais. Est-ce que tu as senti, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une phase d'adaptation? Est-ce que tu as ressenti tout de suite des effets positifs? Est-ce qu'il y avait aussi des effets secondaires qui n'étaient pas forcément enfin, qui étaient plutôt Alors, négatifs? justement, en fait, je trouvais ce sujet important. Et c'est quand j'ai ouvert mon blog, c'est le tout premier article que j'ai rédigé dessus, justement les effets du méthylphénidate, justement sur une personne qui a un TDAH. Et c'est vrai que je faisais dedans un petit retour d'expérience en fait, en fonction du dosage que j'avais eu pour mon poids, pour ma taille, enfin en fonction de mon poids, de ma taille, et je donnais, on va dire, mes ressentis. Et c'est vrai que du coup, la première année où je l'ai pris, c'était un dosage très faible, vu que forcément, euh, généralement, on augmente progressivement, quoi. Et donc voilà. Et c'est vrai que non, je ressentais pas du tout de mon côté les effets du médicament aussi parce que je faisais toujours, j'avais toujours, comment dire, j'étais toujours un petit peu dans le déni en fait. Pas dans le déni face au diagnostic cette fois, mais dans le déni face aux médicaments. Parce que j'étais un petit peu dans l'optique, j'ai pas besoin de ça. Euh, j'ai pas besoin de ça. Je peux très bien faire sans, il y a aucun problème. Et donc, quelque part, j'étais un petit peu dans le déni au niveau du traitement, mais au niveau de mes parents, mon père, lui disait, je me souviens à mon médecin que lui ressentait au niveau, ressentait justement que j'étais plus, comment dire, Plus attentif. euh, mieux en fait, ouais. Ok. Pas forcément plus attentif, mais que j'étais moins sur les nerfs, j'étais plus détendu en fait. J'en reparlais là récemment avec lui, et il me disait qu'il me trouvait en fait plus, par exemple, ça l'avait un petit peu marqué vu que un jour j'étais rentré dans la voiture après les cours et je m'étais mis en fait à lui parler. Ça c'est la première semaine où, euh, où je prenais le traitement et je m'étais mis en fait à lui parler, à lui raconter toute ma journée, etc. Et c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant en fait. Avant, je rentrais dans la voiture, j'étais dans mes pensées, je réfléchissais et c'était bonjour, voilà. Et là en fait, j'étais un petit peu plus heureux en fait d'être là, clairement. Et ça l'avait un petit peu marqué, voilà. Ah, c'est Donc super. moi, je m'en rendais pas compte de mon côté, mais voilà. Ouais, donc en fait finalement donc quand même il y a, en tout cas ton père lui avait observé en tout cas donc une amélioration au niveau du comportement, une amélioration globale on va dire Ouais, ouais, sur ouais. voilà sur le bien-être, sur la sphère psy et puis au niveau du comportement. Ça effectivement du coup c'est super intéressant aussi parce que t'as pas mal de parents, ce qui est compréhensible, hein, qui vont être assez réfractaires par exemple à l'idée de devoir mettre leur enfant sous traitement. Moi mon discours c'est que ça n'a pas vraiment de sens en fait de dire si on est pour ou contre le traitement. Le tout, c'est de voir bah, est-ce qu'on en aura besoin. Est-ce que ça l'aide? C'est ça, est-ce qu'on en a besoin et est-ce que du coup, effectivement, ça nous aide ou pas? Est-ce qu'il y a plus d'effets positifs que d'effets négatifs? En sachant que Tout à normalement, fait, un ouais. effet négatif, un médicament, en tout cas, il n'est pas censé. Normalement, le médicament ne va pas augmenter le taux d'agressivité, ne va pas augmenter ce genre de choses. C'est éventuellement, la plupart du temps, on va avoir perte d'appétit, des difficultés Ouais. au niveau du sommeil. Mais s'il y a un problème de dosage, parfois ça peut aussi nous plomber parce que du coup, s'il est trop fort, le dosage, et du coup, en fait, on ne parle plus du tout, par exemple. Mais Ouais, ouais, à ce moment-là, il faut voir avec le psychiatre ou le pédopsychiatre pour revoir en fait le dosage du médicament. ouais. Mm. Comment ça s'est passé après ensuite donc, sur les années qui ont suivi? Alors, du coup, je reviens juste un petit peu sur les effets secondaires, vu que c'est vrai que c'est important aussi d'en parler pour aussi rassurer, pour montrer qu'ils ne sont pas si importants que ça en général,
enfin, du moins pour ma part, en fait, je l'ai remarqué par ouais, la fameuse perte d'appétit, en fait, qui était bien présente, mais au fil du temps, j'ai trouvé un petit peu des moyens justement de compenser un petit peu cet appétit qui était diminué. Euh, Généralement, à partir de la troisième, par exemple, je me suis mis à faire un repas tous les matins, euh, un vrai repas en fait. Et ça peut paraître bizarre quand, quand on dit ça, parce que ma mère, par exemple, ne s'y est jamais habituée. Mais c'est vrai que ouais, je faisais un vrai repas tous les matins. Et ça m'a beaucoup aidé, parce que du coup, ça me faisait déjà quelque chose. Et après il y a aussi eu le fenugrec. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une petite plante en fait qui a comme vertu d'ouvrir un petit peu l'appétit. Et Mhm. ça, c'est vrai que à court terme, je m'en suis pas rendu compte, mais à long terme, c'est vrai que ça m'a quand même bien aidé un petit peu. Donc voilà, il y a ça. Et après, au niveau des autres effets secondaires, franchement, euh, j'en ai pas vu de mon côté. J'en ai pas vu de mon côté, à part oui, forcément, si on ne le prend pas comme il faut, si on le prend par exemple trop tard, si on le prend à 17 heures, eh ben, forcément, il va y avoir au niveau du sommeil, ça va être plus compliqué au niveau de l'endormissement. Ouais. Donc voilà, mais après, forcément, si on reste dans les, comment dire, On respecte dans un les heures. certain cadre, voilà, exactement, il y a aucun problème. Enfin, moi, de mon côté, voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai remarqué de mon côté. Après, oui, il y a aussi autre chose, l'augmentation en fait du niveau d'anxiété. Donc ça, c'est un des problèmes aussi du méthylphénidate chez pas mal de personnes, à ce que j'ai compris. Et, euh, et notamment en présence de personnes, enfin dans des lieux où j'étais assez justement confiné, entre autres. Donc par exemple les supermarchés. Ouais, donc là c'était plus compliqué. Mais sinon, non, j'ai pas vu de. On va dire qu'en fait, la balance effet positif, effet négatif est quand même Ouais. bien contrebalancée. Donc voilà. Et c'est ce qui est important aussi, je Bien pense. sûr, exactement, exactement. Ouais, c'est ce qui est important. C'est d'obtenir une meilleure qualité de vie, en fait, de manière générale. Si du coup, il faut Mhm. passer par le médicament, effectivement. Après, le médicament, voilà, c'est une béquille, hein. Le médicament est là pour aider au quotidien, Ouais, tout à fait. s'il y en a besoin, pour permettre à la personne d'être plus réceptif aussi à certaines choses, comme par exemple justement les apprentissages. Tu as Ou d'autres aides aussi qui viennent accompagner aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, bah oui. Pour moi, ouais, le médicament, c'est pas quelque chose sur quoi on doit pas s'appuyer sur ça à fond Hmm. et dire ok, j'ai le médicament, tout va bien. Ouais. Pour moi, on doit justement se servir du médicament comme une certaine béquille pour ensuite justement faire un travail sur soi à côté. Donc que ce soit sur son organisation, parce que le niveau d'organisation quand on a un TDAH, il est un petit peu plus faible. Enfin, la capacité à s'organiser est un petit peu plus compliquée, on va dire. Donc voilà, faire un travail sur son organisation, faire un travail sur son attention, sur sa concentration, sur son impulsivité. Ça, c'est tous des trucs qui se font avec le temps et qui se mettent en place avec le temps. Et c'est vrai que le médicament va nous aider, on va dire, à se motiver pour faire ces choses qui vont ensuite nous servir même quand on n'a plus ce médicament quelque part. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas le médicament en fait finalement qui soigne, ou c'est pas le médicament qui apprend à comment s'organiser au quotidien. Ça, c'est le médicament Exactement, rend voilà, c'est la personne pour ouais. pouvoir justement. Il va lui apporter ce petit truc qui Ouais, va en fait faire qui va avoir, on va dire, la motivation, l'envie de faire tout ça, de mettre en place tout ça et de ne pas aussi procrastiner en remplaçant ça par autre chose. ouais. Est-ce que tu as bénéficié ou pas de différentes prises en charge entre tes 4 ans et Euh, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu besoin, pardon, justement, tu vois, tu disais d'organisation, de planification. Est-ce que tu as eu est-ce que tu as fait de la remédiation cognitive? Est-ce que ouais, des TCC ou ouais, non, non, non. voilà, ou même, voilà. Euh, non, du tout. On va dire que tout ce que j'ai mis en place à côté, c'est vraiment en fait ça venait de moi en fait. Clairement, c'était en fait j'ai toujours été quelqu'un qui essayait de trouver des solutions quelque part. Et donc c'est vrai qu'à partir de la troisième, en fait j'ai essayé
je me suis tout de suite dit, OK, je vais pas m'appuyer sur ce médicament non plus pendant je ne sais combien d'années. Donc, il faut que j'essaye de mettre en place certaines choses. Et donc, c'est à ce moment-là en fait que je me suis intéressé à certaines techniques pour justement améliorer mon organisation, pour être moins distrait quand je travaillais, pour, je sais pas, récemment je réfléchissais, mais tout simplement pour bien placer mon bureau, par exemple quand je travaille, parce que c'est vrai que quand on regarde, c'est tout bête, hein, mais quand on regarde sur Internet comment bien placer son bureau, on va toujours nous conseiller de placer son bureau face à une fenêtre, et que c'est très très important. Mais quand on a un TDAH, si on place son bureau face à une fenêtre, et c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, et ben le problème c'est que dès qu'il y a une voiture qui va passer, dès qu'il y a un oiseau qui va passer, Ah, on va relever la tête et on va se focaliser sur l'oiseau. Et donc voilà, il y a certains trucs comme ça qu'il faut comprendre pour ensuite corriger. Et donc voilà, c'est ce que je me suis aussi un peu amusé, entre autres, à faire pendant ces dernières années. bravo, Voilà. hein, bravo, parce que ça montre du coup à quel point voilà, tu avais envie vraiment justement de progresser, de compenser par des propres moyens et tout pour justement pallier en fait à ces difficultés sur le plan attentionnel. Et puis ça montre aussi voilà, à quel point tu étais mature et responsable par rapport en fait à ce trouble et à quel point tu voulais justement t'en sortir. Et ça, c'est super. Il faut de toute façon, en fait, prise en charge ou pas, il faut que la personne, elle soit. euh, Ouais. il faut être Je actif. fasse un petit travail, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Si on ne s'investit pas soi-même, de toute façon, on peut pas progresser. Donc, il faut absolument en fait, être actif, il faut absolument s'investir soi-même pour pouvoir justement en fait, observer des améliorations dans son quotidien. On va. Bah, c'est vrai que ouais. Non, non, pardon. Dis-moi, excuse. Ah, non, mais si tu es d'accord, Bon, bah, en gros, c'était. pardon, vas-y, dis. Merci, c'est vrai que je réfléchissais à ça, mais en fait, le premier truc qui a fait que j'ai été un petit peu contraint en fait de devoir me débrouiller et de devoir pallier en fait à ce TDAH, c'était durant mon année de troisième où mes parents ont divorcé et donc où je me suis retrouvé en fait à vivre bah, du coup avec mon papa dans une maison bah, qui était un petit peu éloignée de celle de ma mère. Mais en fait, le truc c'est que mon père était souvent en déplacement, il travaillait beaucoup en déplacement et donc, moi, de mon côté, je devais être aussi autonome. Et donc, on va dire, dans l'espace de 3 semaines, je suis passé de maman vient me faire mon lit et vient me réveiller tous les matins, à devoir faire mon lit, à devoir me réveiller, à devoir me faire à manger, etc. etc. Et donc, quelque part, j'ai été un petit peu contraint aussi au début de devoir, me bouger, clairement, me bouger et mettre en place des choses voilà, pour combler à ça, quoi. Mais je ne regrette pas et c'est cool parce que ça m'a aussi fait grandir et fait, on va dire, fait ce que je suis devenu, entre Ouais. autres. Je suis encore pas devenu grand-chose, clairement, mais Ah, mais avec c'est le quand temps même. peut-être. Alors là, par rapport en cas à ce que ce que tu nous partages, c'est quand même excellent tout ce que tu as pu faire. Et puis en plus, du coup, de ce que je comprends, c'est ce que tu as quand même t'as pu faire en fait de par toi-même. Ça, c'est un message extrêmement positif, je pense, parce que ça prouve quoi? En fait, ça prouve que bah, voilà, lorsqu'en fait on va mettre un enfant ou un ado, justement, en fait, un ado face à cette difficulté, c'est bien aussi parce que du coup, si derrière, voilà, l'ado a les clés, a un minimum de motivation, a un minimum de confiance en lui-même aussi, il peut s'en sortir et il peut mettre en place certaines Ouais. stratégies de compensation pour améliorer son quotidien, pour pouvoir gagner en autonomie. Et qu'il ne faut pas hésiter justement en fait, à mettre un petit peu l'ado aussi face à ces difficultés. Évidemment, tout encore une fois dans la bienveillance. Et c'est pas grave si jamais il y a des ratés, c'est pas grave, on apprend aussi comme ça. Ça se trouve, Ah oui, justement, bah oui, parce tu que devais mettre c'est le sûr, réveil hein, c'est sûr. à 7 heures, bah, tu t'es pas réveillé à 7 heures, tu t'es réveillé à 7h30. Ok, ça arrive. Mais le message que tu as, que retenu, c'est que bon, bah, va falloir que tu fasses un effort pour le lendemain. Parce que le lendemain, de nouveau, pareil, il n'y aura personne pour te lever du lit. Donc, il va falloir que tu fasses un effort toi-même. Est-ce que le lendemain, ça va marcher ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que le lendemain, ça a marché, peut-être que le lendemain, de nouveau, ça n'a pas marché. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même aussi, du coup, voilà, faire en sorte que, du Ah coup, oui, bah oui, bah de toute façon, oui, c'est sûr que c'est pas, on décide pas en fait quelque part que du jour au lendemain tout va fonctionner et tout va ça, bien marcher. ouais. C'est un processus, c'est pas un événement en fait quelque part. Donc
c'est pas quelque chose qu'on choisit d'appliquer d'un seul coup. Donc ça veut dire qu'il faut y aller progressivement. Moi, la première année, surtout que j'ai redoublé ma troisième en fait, donc c'était l'âge où je pars. Hop, tu... Oula, on est bon. Et donc oui, durant ma deuxième année de troisième, du coup, ouais, c'est à ce moment-là en fait que j'ai dû mettre en place tout ça. Et c'est vrai que ben, déjà j'étais totalement démotivé parce qu'on m'avait fait redoubler entre autres, mais quelque part euh, j'étais toujours pas motivé, donc ça faisait que j'étais totalement démotivé même pour aller travailler. Et donc, j'ai essayé de mettre en place tout ça, mais la première année, il y a eu énormément de ratés. Ça doit être l'année où où je suis le plus arrivé en retard en cours. Mes deux pages complètes étaient remplies dans mon carnet, et voilà. Donc, mais quelque part, au fil de l'année, j'étais de moins en moins en retard. L'année suivante, pareil, je commençais à être vraiment bien. Et pour aujourd'hui, même, là, en ce moment, je sais que si je décide de me lever à 5h30 tous les matins, je vais me lever à 5h30 tous les matins. Et la probabilité pour que je ne me réveille pas est extrêmement faible. Donc voilà, c'est un processus en fait. C'est réellement un processus. Faut pas culpabiliser dès que. Mm, mm. C'est ça, Faut pas culpabiliser si jamais il y a un raté. C'est comme ça, quoi. Voilà. exactement, exactement. Ce que je voulais te dire, c'est que Ouais, pas de souci. vu qu'au niveau du temps et tout, on est un petit peu limité et que franchement, c'est Ouais, super intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est que, parce qu'en fait, du coup, il y a tellement de choses à dire. Là, du coup, c'est cool parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de la scolarité. Si tu es d'accord et tout, ce qu'on peut faire, c'est que du coup, on peut faire déjà donc là, cette vidéo-là qui est autour de la scolarité. pas de On a, souci. par exemple, tu vois, encore à peu près 5 minutes, tu vois, devant nous pour encore dire certaines choses par rapport à la scolarité. Et puis après, mais du coup, si tu es d'accord, on pourra même faire donc une autre vidéo, Ce mais serait top, ouais. sur une autre thématique. Tu vois, toujours, voilà, comment faire, par exemple, un jeune adulte qui présente un TDAH qui va se lancer dans la vie active, par exemple. Ouais. Comment faire pour réussir au quotidien à certaines tâches. Si justement, tu vois, par exemple, tu as t'as des petits outils, tu as des petites pistes et tout, tu vois, à donner aux Au personnes, niveau de l'organisation, du coup, là, ouais, ce serait par plus au exemple. niveau de l'organisation, Ouais, justement, qu'il faut faire un exactement. travail là. Donc ouais. Exactement. Ouais, ouais, ce serait super, ouais, ce serait Ouais, super, il n'y a pas de cool, souci. cool. Bah, c'est vraiment gentil de ta part. Alors, bah, du coup, donc, alors, sur ces minutes et tout qui nous restent, donc, en gros, les années de lycée, comment ça s'est passé? Alors, Traitement. Plus, finalement, voilà, tu étais quand même, tu vois, dans une optique de vouloir améliorer les choses. oui, oui, j'étais clairement dans une optique où je voulais améliorer les choses parce que j'ai également pris, dès la troisième, en fait, je m'étais inscrit en salle, donc en musculation. Et généralement, quand on a un TDAH, oh, je m'excuse, Ouais, pas de je me souci, pas de débrouille souci. Non, non, ça prouve que pour caler ça. au niveau du temps, on est limite. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, du coup, ouais, je me suis inscrit à la musculation donc en salle. Ok. Et c'est vrai que quand on a un TDAH, eh ben, quand on se lance dans quelque chose, si ça nous plaît, on a tendance à être à fond là-dedans. Et donc, ça a été le cas pour moi. J'étais à fond là-dedans. Et donc voilà, j'ai essayé en fait d'adapter aussi mon mode de vie à ce sport carrément. Donc voilà, c'était cool, mais le problème étant que justement, il y avait pas d'entre-deux. Donc bon, je me suis mis à fond là-dedans. Les études, ça passait clairement au second niveau. Donc bon, voilà. Donc ça, c'était mon année de troisième. Ensuite, j'ai déménagé. Enfin, j'ai redéménagé encore, vu que ça a été un petit peu compliqué. On va dire que je suis retourné sur Lyon, en fait. Ok. Au début de ma seconde. Ça, c'était au début de ma seconde. Donc, je suis rentré en seconde générale. Ouais, seconde générale, tranquillement. Et après, j'ai fait une année donc là-bas. Ensuite, au bout de quelques mois, j'ai redéménagé pour me retrouver donc là où je suis actuellement. Et donc voilà, ouais, la seconde générale, c'est passé, on va dire, mais c'était toujours pareil en fait. C'était toujours compliqué parce que au final, euh, de la sixième à la première, on va dire, à la fin de seconde, clairement, il n'y a pas la possibilité de s'orienter réellement. Enfin, Hmm. après la troisième, si,
mais du moins durant cet intervalle, en fait, c'est très très compliqué de s'orienter et de se spécialiser en fait. Donc, j'avais toujours ces matières générales qui étaient bien présentes. Et donc voilà quoi, j'étais assez en difficulté. Je ne travaillais pas plus. J'ai essayé toujours de m'y mettre en fait, mais ouais, je travaillais pas forcément plus. Euh, je me suis aperçu que la musculation commençait vraiment à me plaire. Bah, à partir de la troisième, de toute façon, ça commençait réellement à me plaire. Et à ce Ok. moment-là, en fait, j'avais envie de créer quelque chose un petit peu. Et donc j'ai décidé, j'avais pas mal d'amis, de camarades de classe et tout qui venaient me demander des conseils entre autres sur la musculation parce que bah, en fait, donc là je reviens un petit peu en troisième, mais durant la période troisième en fait, où j'étais le seul de mon collège à faire de la musculation en salle, forcément j'avais deux trois petits résultats. Et c'est vrai que bah, mes camarades du coup venaient me demander des conseils, des machins, des trucs, et ça me faisait super plaisir en fait quelque part pour mon estime et ma confiance en moi. Euh, Ça rattrapait un petit peu C'est qu'à ce qu'il y avait eu avant quoi, travers je une pense. activité, comme ça c'est oui, à travers une activité, finalement, tu as eu ce retour dont chacun d'entre nous on a besoin, de se sentir valorisé, d'être bon. Et puis en plus, du coup, Mm. ça t'a apporté en fait une certaine rigueur et une hygiène de Ouais, vie tout à que fait, justement en fait, tu as réussi après aussi à transposer sur en fait, ton quotidien exactement. en fait, au niveau de l'organisation. Parce que du coup, tu t'es Ouais. montré rigoureux et organisé dans telle activité et tu as réussi en fait, à transposer ça dans ton quotidien. Tu as réussi à généraliser ça en fait. Mm, Ça, c'est excellent et du coup, ça aussi, c'est un message finalement pour toutes ces personnes, donc enfants, ados ou alors parents d'enfants mm. ou d'ados qui seraient du coup concernés par ça. Ce n'est pas parce qu'à l'école ça va pas que toute la vie ça ne va pas, que tout le reste ça ne va pas. Si l'enfant, Ouais. l'ado ou le jeune adulte a une passion pour telle ou telle chose, pour telle ou telle activité, bah, il faut optimiser ça en fait. Il faut du coup en profiter un maximum et voir comment en fait on peut progresser non seulement dans telle activité et comment en fait on peut transposer ça, comment on peut généraliser ça au quotidien de la personne directement concernée parce que du coup ça va l'aider Ouais. à avoir davantage confiance en lui-même, ça va lui permettre d'avoir, je pense, de meilleures interactions sociales aussi avec les Ouais. autres. D'accord avec ça? Ouais. Ouais, bah de toute façon, oui, l'estime de soi, la confiance en soi, pour moi, c'est vraiment un pilier. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a tendance à être un petit peu, qui n'est pas présent là, on va dire, qui n'est pas réellement là chez les personnes qui ont un TDAH durant leurs quelques années, durant leur jeunesse. Et c'est vrai que c'est un pilier parce que c'est ce qui fait que on va être à l'aise dans nos conversations, qu'on va avoir l'envie, enfin la motivation nécessaire pour faire telle ou telle chose, qu'on va pas avoir certaines barrières psychologiques pour faire ce qu'on a envie de faire. Et Vraiment. ouais, pour moi, c'est crucial ça et il faut travailler dessus. C'est une des premières choses à faire d'ailleurs, de travailler sur cette estime de soi euh, pour casser un petit peu toutes ces barrières limitantes qu'on s'est mis en fait. Tout à Que fait la d'accord. société aussi nous met. Tout à fait d'accord. Si tu es d'accord, Arthur, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on Pas de va arrêter souci. pour aujourd'hui. Mais du coup, vous l'aurez bien compris, c'est qu'il y aura d'autres vidéos avec Arthur parce que sincèrement, c'est vraiment super intéressant. Et parce qu'en plus, ça, perso, en tout cas, ça me frustre de devoir arrêter. Mais que du coup, voilà, on fera d'autres vidéos. Et comme ça, on pourra continuer justement voilà, de donner d'autres conseils, d'autres pistes et tout pour les personnes qui sont concernées. On sait à quel point le TDAH fait parler, même si voilà, il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Mais voilà, on entend un peu de tout sur le diagnostic, sur le quotidien, la réalité voilà, des personnes qui présentent un TDAH. Et c'est important justement en fait en plus là, tu vois, c'est important parce que du coup, c'est un regard croisé entre personnes qui présentent un TDAH, entre un professionnel qui est amené à recevoir des personnes qui présentent un TDAH au cabinet. Donc, c'est super intéressant de pouvoir confronter ça et voir comment on peut aider un maximum de personnes. Ouais, Merci pour toutes les infos que tu as données. Merci pour pas de ce souci, c'est partage normal. d'expérience. Encore une fois, donc on le rappelle, vous pouvez très bien aller voir sur son blog, sur sa page Facebook, sur ses vidéos YouTube, donc l'éveil du TDAH, Arthur Jasinski.
Il fait des trucs vraiment au top. Et moi, je trouve que ça parle à tout le monde, que ce soit les professionnels ou les familles. Donc, vraiment, vraiment, faut pas hésiter en fait à aller voir. Est-ce que c'est Ah, bon pour merci. toi? Ouais, je t'en prie. Ouais, 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 je te remercie, je te remercie. C'est super, c'est Je t'en super. prie. C'est un plaisir. Donc ouais. Voilà. Eh bien, à très bientôt tout le monde. À très bientôt tout le Exactement. monde. Prends soin de toi, Arthur. Prenez soin de vous. À bientôt. Et puis, de toute façon, donc voilà, on Merci. refera une vidéo prochainement. Ciao. Pas de souci. Allez, au revoir.